Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne et présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. L'Union de la gauche, les négociations avec les Verts, le PS et le PC, Jean-Luc Mélenchon et ses désirs de Matignon, les candidatures aux législatives, les attentes aussi autour du nouveau gouvernement. Autant de questions que nous allons aborder. Mais pour commencer, vous êtes l'une des toutes proches de Jean-Luc Mélenchon. Il vous a même nommé à sa place à la présidence donc, du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale. Vous êtes ainsi devenue d'ailleurs la plus jeune présidente de groupe au Parlement dans l'histoire de l'Assemblée. Dites-nous ce qui vous fascine, vous, chez Jean-Luc Mélenchon, et ce qui en fait l'homme fort de la gauche en fait aujourd'hui. Alors déjà, je n'ai pas été nommée, j'ai été élue par mon groupe. Non, mais je le dis parce que je n'ai pas de fascination pour Jean-Luc Mélenchon. Vous aviez été choisi aussi en même temps, non? Par Jean-Luc Mélenchon. Il a aussi voté pour moi, si c'est ça la question, puisque j'ai été élue à l'unanimité. Voilà. Non, c'est pas une question de fascination. C'est que Jean-Luc Mélenchon est celui qui, dans l'histoire dans cette histoire progressiste dont nous tenons le fil, Jean-Luc Mélenchon est celui qui a redonné le goût de la victoire et le goût de la politique à toute une génération, et qui est l'homme politique aussi qui a réussi à faire monter des jeunes générations dont la mienne. On peut penser à Hugo Bernalicis, Adrien Quatennens. Vous n'êtes pas de la même génération et vous êtes quand même attiré en fait par lui, par Jean-Luc Mélenchon, quoi. En fait, c'est que Jean-Luc Mélenchon a réussi à construire quelque chose qui se construit autour de points programmatiques. Le programme pour nous est essentiel. Et c'est pour ça que ce que nous sommes en train de faire n'est pas en train de ressusciter l'Union de la gauche, on va en reparler, mais justement de retravailler à partir d'un programme. C'est ça que nous sommes en train de mener. Et Jean-Luc Mélenchon, sa force, c'est d'avoir à la fois une cohérence politique extrêmement forte. Nous sommes le groupe à l'Assemblée nationale qui avons le plus voté ensemble, non pas parce que Jean-Luc Mélenchon nous met des choses dans la tête, mais ou nous oblige à faire telle ou telle chose, ce qui est impossible avec le groupe Insoumis, mais parce que nous avons une cohérence politique forte. Non, mais et que cette cohérence politique offre un horizon. Non, mais parce qu'il est fédérateur aussi, non? Parce que s'il n'y a pas d'incarnation dans un parti, ça ne marche pas, même s'il y a de bonnes idées derrière. Je ne vais pas dire ça pour les autres. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, en plus d'être un tribun extraordinaire, a le talent d'arriver à justement faire monter sur la scène médiatique et politique des personnes qui jusqu'alors n'avaient jamais eu de rôle de parlementaire, jamais eu de rôle d'élu. Et je crois que nous avons réussi à prouver concrètement dans les faits que tout le monde pouvait faire de la politique. Et je pense notamment dans mon groupe à Caroline Fiat, première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale, qui a été élue et qui, je crois, a montré qu'on pouvait même faire mieux de la politique que celles et ceux qui s'y croient prédestinés. Et Mathilde Panot, c'est pour cette raison et c'est pour ça que je voulais venir en fait aussi à cela, parce que vous, incontestablement, il y a quand même de la fascination pour lui, de votre part aussi, et de la jeunesse qui a voté quand même aussi. À 34%. Eh oui, bien sûr. À 34%. Mais oui, parce que vous savez, Jean-Luc Mélenchon, c'est un personnage. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un programme. Enfin, rendez-vous compte que Jean-Luc Mélenchon est quand même le seul homme politique dont vous entendrez toujours dans les meetings qu'il refuse qu'on crie son nom. Il dit toujours crier Union populaire, crier Avenir en commun, qui est le nom de notre programme. Enfin, ne croyez pas que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui est tourné autour de son nombril. Moins on le dit, plus on en parle aussi. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui tient le fil d'un long combat et qui, je crois, fait qu'aujourd'hui, en France, il y a une alternative pour des horizons plus heureux. Donc, en attendant, il se voit sérieusement à Matignon, ou c'est de la provoque, justement? Parce que vous êtes même allé jusqu'à mettre un panneau, donc Matignon, sur votre QG. Bien sûr qu'on y croit, réellement. Regardez, quelle est la situation après l'élection présidentielle? La France est divisée exactement en 3 blocs. Il y a le bloc autour de M. Emmanuel Macron, avec la droite qui est entre 2 blocs d'ailleurs, dont on ne sait pas bien ce qu'elle va faire. Il y a ce bloc d'extrême droite avec Madame Le Pen et Monsieur Zemmour. Et puis il y a le bloc autour de ce que nous on a appelé l'Union populaire, qui a fait 22% à l'élection présidentielle. Et un dernier bloc peut-être qui sont ces 12 millions d'abstentionnistes au premier tour de l'élection présidentielle. Rien n'a été réglé par ces élections présidentielles. Donc nous pouvons utiliser ces élections législatives, qui est par ailleurs une manière de renverser aussi la monarchie présidentielle dans laquelle nous vivons, pour mettre Jean-Luc Mélenchon à Matignon, mais pas seulement pour mettre Jean-Luc Mélenchon à Matignon, mais pour appliquer réellement notre programme, le blocage des prix, le SMIC à 1 400 €, la planification écologique, bref, tout ce qu'on a envie de mener pour ce pays. Mathilde Panot,
alors il y a des négociations qui ont démarré pour faire une union de la gauche. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais union de la gauche ou pas. Où en êtes-vous? Parce que vous avez rencontré les Verts, vous avez vu hier le PS. Où est-ce que vous en êtes en fait ce matin? Alors nous appelons ça créer une nouvelle union populaire, donc sur des bases vous programmatiques. appelez ça comme vous voulez. Oui. Nous avons fait des discussions sur la question du programme. Nous partons du programme de l'avenir en commun, puisque je crois que les urnes ont clairement tranché sur cette question. Donc nous partons de ce programme-là et nous travaillons avec les différentes forces politiques à faire un programme de gouvernement. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas, pourquoi je vous dis non à l'union de la gauche? Parce que l'union de la gauche, ça serait simple, on se met autour du table, on se met d'accord sur des circonscriptions, pas forcément si simple, mais on se met d'accord sur des circonscriptions et on met des sigles ensemble. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous voulons gouverner ensemble. Nous voulons un gouvernement de l'Union populaire. Cela veut dire que nous devons être d'accord sur des points. Sur la question de la retraite à 60 ans, sur la question de la désobéissance aux traités s'ils ne nous permettent pas de mener la politique pour laquelle nous avons été élus, sur la question du SMIC à 1 400 €, du blocage des prix, dont le blocage des prix de l'essence, etc. C'est ce sur quoi nous travaillons. Et c'est là où ça bloque un peu, quoi, forcément. Alors, ça dépend avec qui. On a, la retraite et on l'a à 60 ans, par exemple, ça bloque un peu avec le PS, quoi. Pas tant que ça. Peut-être allons-nous réussir à faire... Écoutez, lorsque... À partir du moment où c'est progressif, quoi, c'est ça, c'est ce que... Lorsqu'on voit que le Parti Socialiste nous dit nous voulons rompre clairement avec les années Hollande et nous sommes d'accord, par exemple, pour abroger la loi El Khomri, nous sommes d'accord pour le blocage des prix, nous sommes d'accord pour la planification écologique, nous sommes même d'accord sur la question de la 6e République et du référendum d'initiative citoyenne. On n'a pas tout à fait l'impression de discuter avec le même Parti Socialiste qu'il y a encore quelques années, voire quelques mois. Et je crois que la ligne qui a été tranchée, qui a défait la ligne Delga et notamment Hollande, mais aussi de la candidate. Grosso modo, c'est avec la nouvelle génération que vous négociez, que ça avance, alors qu'avec les éléphants, entre guillemets, et puis... J'ai vu que Mme Delga était intéressée, par exemple, pour aller à Matignon, pour participer au gouvernement. Donc là, pour le coup, il y a une recomposition politique qui est en train de se faire. Et je crois que ce pôle populaire peut être puissant pour justement imposer à Emmanuel Macron une majorité à l'Assemblée nationale et donc imposer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre en juin prochain. Et avec les Verts. Alors ça bloque un peu, notamment sur l'Europe aussi, hein. Ils n'ont pas la même vision que vous, en fait. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, on arrive à trouver sur des points, notamment cette question de dire... Nous pouvons désobéir au traité européen, non pas par goût de désobéir, mais pour faire en sorte que ce programme puisse être appliqué, celui qui aura été choisi par le peuple français. Sur des formulations comme ça, on arrive à trouver des choses. Le problème avec Europe Écologie Les Verts, à laquelle nous nous heurtons, c'est qu'il y a des divisions extrêmement fortes et donc ils ne parlent pas d'une même voix. Au sein de leur parti. Mais oui, vous avez peut-être vu le communiqué de presse hier de Génération qui appelle à un accord avec nous. D'autres sont plus réticents, donc je crois que là aussi, il va y avoir des clarifications dessus et j'espère bien que nous arriverons à former un bloc populaire puissant puisque 68% des Français souhaitent une cohabitation dans le cadre de ces législatives. En fait, si je vous comprends bien, vous êtes là pour appuyer un peu là où ça fait mal dans les deux partis, à la fois parce qu'il y a une fracture chez les socialistes entre deux générations, et il y a une fracture également chez les Verts entre d'un côté la ligne Jadot et puis la ligne Rousseau, quoi, qui s'était retrouvée lors de la primaire. En fait, c'est pas tellement appuyé là où ça fait mal. Ça va imploser alors chez eux, non ? C'est de dire. Peut-être qu'il y aura des implosions, mais c'est de dire qu'il y a des femmes et des hommes qui sont restés extrêmement déçus au soir du premier tour et qui sont restés à la porte de ce second tour. Ces femmes et ces hommes sont celles et ceux pour qui la politique a le plus d'impact. Ce sont les vies les plus maltraitées pour lesquelles nous nous battons. Et donc, nous avons une responsabilité parce que nous avons fait 22%, parce qu'on peut très bien dire, vous et moi, que ça aurait très bien pu être Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen au second tour. Donc, face à ces trois blocs, nous essayons de faire le bloc le plus uni possible pour justement réussir à changer la vie des gens dans ce pays. Bon, là où ça bloque aussi, c'est qu'il y a une affiche de campagne que vous lancez, où c'est Jean-Luc Mélenchon, en fait, Premier ministre. Et à Matignon, évidemment, de l'autre côté, on peut se voir aussi à Matignon, hein, Yannick Jadot ou d'autres, quoi. Donc là, ça ne va pas. Donc finalement, c'est les autres derrière vous, quoi, non ? Alors, bon, je pense qu'il y a déjà ça aussi, c'est de la provoque. Non, mais je pense qu'il y a déjà il y a des choses qui se sont passées dans les urnes. Enfin, nous avons fait 22%, et je pense que ça doit quand même être reconnu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que... Donc, il y a un leader, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, s'il y a une union populaire, quand on sort de l'élection présidentielle, oui, le leader qui... Non mais dans le cadre des législatives, le leader, ce sera bien si le PS, si les Verts, le PC viennent autour de vous, la personnalité qui incarnera, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Oui, pourquoi ?
parce que nous n'avons pas fait 22% par hasard. Nous avons fait 22% autour d'un programme de rupture. Et cette rupture-là, les autres forces doivent l'entendre. Et pour le coup, ils l'entendent dans les discussions, ils nous le disent régulièrement. Donc, cette affiche-là est une affiche qui a été faite par la France Insoumise et l'Union Populaire, qui n'est pas une affiche que nous pourrions travailler ensemble pour la suite. Mais pourquoi est-ce que nous faisons cela? Parce que si nous voulons aller vers un renversement de cette monarchie présidentielle, plus vers un régime parlementaire, comme il en existe dans beaucoup de pays et comme ça se passe souvent, où vous mettez effectivement une photo du leader, de celui que nous voulons voir gouverner ce pays. Ouais. Eh bien, nous expliquons aussi aux électeurs à quoi sert ce 3e tour des élections législatives. Et moi, je suis impressionnée à quel point les gens ont compris que ce 3e tour pouvait encore changer la vie des gens, que oui, un autre monde était encore possible, et que ça, c'est rentré dans le grand nombre. Le nombre de gens qui nous disent en 2017, je n'avais pas compris l'enjeu des législatives, là je l'ai compris et j'irai voter, et j'espère bien que nous arriverons à faire ce déferlement populaire sur les urnes. Oui, Mathilde Panot de la France Insoumise, est-ce que vous pouvez trouver un accord là dans les jours qui viennent avec Europe Écologie Les Verts et puis le PS? Je l'espère, en tout cas on y travaille. Il y a des points qui sont insurmontables? Non, je ne pense pas qu'il y ait des points insurmontables, mais en tout cas, il y a des points sur lesquels nous ne ferons pas. C'est ça aussi ce que je vous disais sur la question de ne pas ressusciter l'union de la gauche, c'est qu'il y a des points sur lesquels nous ne céderons pas. Ouais. Et je crois que les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont clairement indiqué des points en termes de rupture sur la question démocratique et de la 6ème République, en termes de nécessité d'être à la hauteur des défis écologiques, mais surtout aussi en termes d'être à la hauteur sur la question de la pauvreté qui gangrène notre pays, des mesures sociales qu'il y a à prendre d'urgence. Et donc, sur ces points-là, par ailleurs, nous sommes souvent d'accord sur ces points-là avec d'autres forces sur les questions sociales. Oui, mais du coup, Mathilde Panot... La retraite à 60 ans, vous l'aurez toujours dans notre programme, ne vous inquiétez pas. Ce sont les électeurs, en fait, vos électeurs qui peuvent s'inquiéter. Ne dites pas que vous votez pas pour nous, vous n'en savez rien. Oui, bien sûr. Et peut-être vous aussi êtes-vous intéressé par la retraite à 60 ans. Bien sûr, comme tout le monde, évidemment, on est intéressé par ça, bien sûr. Voilà, parce que c'est... Enfin, il faut quand même mettre l'enjeu. Hein. Ouais. C'est soit Emmanuel Macron qui a annoncé la couleur directement au soir du second tour en disant « Nous n'excluons pas le 49.3 pour faire passer la retraite à 65 ans », soit la retraite à 60 ans. Je pense que c'est des choix comme ça auxquels les Français vont devoir faire face. Oui. Pour revenir quand même d'un mot sur Europe Écologie Les Verts, on ne voit pas comment il pourrait y avoir un accord entre vous et Yannick Jadot. Non, parce que Yannick Jadot, par exemple, a accusé Jean-Luc Mélenchon de détourner les institutions en disant « élisez-moi Premier ministre », et puis il n'est pas d'accord aussi sur l'Europe et il a une autre vision. Mais vous pensez qu'il peut y avoir un accord sans Yannick Jadot avec les Verts? Ça c'est aux Verts de décider cela. Ouais. Nous ne tranchons pas dans les divergences des Verts entre eux. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des composantes d'Europe Écologie Les Verts ou du pôle écologiste qui veulent faire cette union avec nous, qui veulent faire ce programme de gouvernement avec nous. Donc nous allons voir ce que ça donne, toujours dans la clarté, et les discussions continuent. Oui, est-ce que vous craignez un peu, dites-le franchement, que finalement Emmanuel Macron ne vous coupe l'herbe sous le pied en nommant un Premier ministre ayant en préoccupation principale l'environnement? La planification écologique, comme il le dit, alors que vous l'abordez dans votre programme. Non, mais vous savez, je pense qu'il faut être sérieux. C'est pas parce que Emmanuel Macron nommerait un ou une personne en charge de l'écologie qui viendrait d'un pôle écologiste, je ne sais pas à qui vous pensez. Et social, je ne sais pas. Mais pour un homme qui a été condamné 2 fois pour inaction climatique par la justice, je pense que... C'est l'État qui est condamné. Oui, c'est l'État. Oui, mais ça va jusqu'à... Oui, mais ça va, y compris jusqu'au moment où Emmanuel Macron était président de la République, dans les dates qui ont été prises en compte. Donc, je crois que ça ne se juge pas sur des actes de communication, quand même le faire Emmanuel Macron, mais sur vraiment la politique qui est menée. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient que Emmanuel Macron sera à la hauteur de ces défis écologiques. Oui, j'ai cru comprendre qu'au sein des Insoumis, il y avait une petite discussion aussi interne pour savoir s'il fallait investir ou pas le journaliste Taha Bouaf, par exemple, candidat Vénitieux. Il n'y a pas de discussion interne. Parce qu'il a été condamné. Alors, c'est en appel. Donc, pour l'instant, il n'est pas condamné. C'est en appel. Il a été une première condamnation. Par ailleurs, j'entends de plus en plus ces rumeurs qui circulent sur Taha Bouaf. Donc, Taha Bouaf n'a pas été condamné. Il est en appel. Taha Bouaf, par ailleurs, condamné en première instance. Taha Bouaf, par ailleurs, est celui qui est particulièrement ciblé par l'extrême droite et qui reçoit tous les jours des menaces de mort de l'extrême droite, qui est un journaliste Parce qu'il en a fait un combat aussi, c'est pour ça. Et donc, entre eux, il se renvoie la balle. Je ne suis pas sûre que ça soit juste à cause de ça. Je dois dire que je suis assez surprise
surprise de voir que lorsque des habitants des quartiers populaires s'engagent en politique, on arrive toujours à trouver des petits tweets ou des petites choses à leur reprocher en refaisant les campagnes de l'extrême droite aussi dans les médias. Je le dis parce que vous savez qui m'a dit ça sur Taha Bouaf au soir du second tour. C'est justement quelqu'un de chez Zemmour, un porte-parole de chez Zemmour. Donc j'aimerais qu'on arrête avec ces campagnes d'extrême droite. Et par ailleurs, Taha Bouaf, c'est aussi celui. Non mais vous le faites aussi. Vous avez accusé en fait à la France Insoumise aussi et Éric Zemmour évidemment de se présenter alors qu'il avait été condamné. Qui a justement dévoilé l'affaire Benalla, c'est lui qui avait filmé ça. C'est celui qui a fait condamner des policiers qui, alors qu'il repêchait un homme, lui avait dit un bico, ça ne nage pas, ça coule. Taha Bouaf, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'un engagement assez incroyable et d'un journaliste talentueux. Merci Mathilde Panot, députée de la France Insoumise du Val-de-Marne et présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.